Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EnduroFlow. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Gilleron, un personnage très singulier dans l'univers du trail. Julien est journaliste, mais il préfère se définir comme un écriveur ou encore un journaleux gribouillard. Des mots choisis avec soin, à l'image de ses textes. Julien, c'est une plume affûtée, trempée dans la sueur des sentiers. Il a couru l'UTMB, tenté la Diagonale des Fous, mais n'a aucun mal à abandonner des courses s'il sent que ça ne colle pas. Pour lui, la lucidité fait partie intégrante du jeu. Julien, c'est aussi, avec Vincent Gaudier, le cofondateur de Relance, un magazine qui propose un autre regard sur le trail, plus brut, plus libre et moins édulcoré. À travers ces récits, l'objectif est de débunker l'univers du trail. Dans cet épisode, on parle de course, bien sûr, mais aussi d'écriture, d'identité et de l'avenir du journalisme dans le sport outdoor. Comme d'habitude, voici un petit aperçu de tout ce que tu vas découvrir dans cet épisode. La course incroyable qu'il recommande à tout le monde, pourquoi il ne voit aucun problème à abandonner une course, et pourquoi c'est parfois la meilleure décision, comment il a commencé à écrire et ce qu'il a retenu de son tout premier papier, ce que ses proches disent de son style d'écriture, pourquoi la meilleure définition qu'il a de lui-même c'est un Earl Grey accompagné d'une tranche de saucisson bien grasse, oui, tu as bien entendu, ce qu'il pense de l'intelligence artificielle dans l'écriture, et enfin, une anecdote improbable qui mêle l'Ultra-Pyrénéen, un gros coup de mou et Michel Polac. Avant de te laisser avec l'épisode du jour, comme d'habitude, si le podcast te plaît, pense à t'abonner et à laisser une revue 5 étoiles. Et enfin, si tu veux un peu plus de contenu exclusif, conseils et retours d'expérience de mes différents invités, pense à t'abonner au compte Instagram EnduroFlow-6. Le lien sera également disponible en description. Sans plus de transition, je te laisse apprécier mon entrevue avec Julien Gilleron. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté mon invitation. Mais je t'en prie, Elodie, bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis pas sûr d'être très intéressant, mais je te remercie quand même. Mais si, avec grand plaisir. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer, s'il te plaît? Alors oui, je m'appelle Julien Gilleron, j'ai 47 ans bientôt. Qu'est-ce que je suis? Je suis journaliste, j'ai coutume de dire plutôt écriveur, ou journaleux scribouillard. Ce qui marque le profond respect que j'ai pour les vrais journalistes, mais bon, peut-être qu'avec le temps, il faudrait que j'accepte, le fait que, sans doute, je fais du journalisme. J'écris et désormais, j'enregistre aussi des vidéos et des podcasts pour la presse spécialisée, donc dédiés, principalement au trail running, très peu au running, mais aussi au voyage outdoor, un petit peu pour, de la van life, pour du camping-car, heu, pour, de la publicité pour l'alcool aussi. Non, ça c'est pas vrai. Mais voilà mon activité grosso modo et j'essaye de rester quand même connecté un maximum au terrain en tant que alors, coureur journaleux ou journaleux coureur, mais je reste convaincu que c'est en étant sur le terrain, en tout cas en essayant d'y aller au maximum, pas qu'on fait du relationnel ou qu'on garde un relationnel, mais qu'on est, dans l'élément et au contact des gens qui courent, encore et toujours et puisque ce secteur se renouvelle et si on n'y est pas, on perd pied, quoi. Et puis c'est un plaisir, une passion, ouais, je dirais encore, quoi, avec le voyage. Donc voilà, plutôt, sur mes différentes fiches de réseaux sociaux, qui sont toujours légèrement azimutées, mais c'est pas pour faire un jeu de mots, bien que j'aime ça. J'ai tendance à dire journalisme en mouvement ou poésie de l'orteil ou recherche, de la poésie ou, un questionnement pataphysique sérieux. Voilà, j'aime bien faire s'exprimer les gens à partir de leur mouvement corporel. Ok, ça marche. Et toi, du coup, en tant que pratiquant, c'est quoi un petit peu ton histoire avec le sport et qu'est-ce qui fait que tu t'es pris de passion pour les sports d'endurance, le trail en particulier? L'amour et la perte de poids. Les 2 sont liés. Pour, revenir en arrière, à la base, moi, je suis issu d'une famille, bon, plutôt de sportifs. Papa plutôt sport co, hein, c'est-à-dire, un frère et un papa, qui auraient rêvé d'être prof de sport, mais qui malheureusement ont préféré, avoir la belle vie plutôt que d'aller, enfin bref, ils avaient des circonstances atténuantes, je sais pas trop, mais ils ont souri et ils sont très heureux aujourd'hui. Ils continuent tous les 2 à faire du sport d'ailleurs. Un a encore haut niveau en tennis à quasiment, 58-59 ans et l'autre avec un genou en plastique et des réparations en tout genre, mais il se plaint à bientôt 80 ans de pas être au top niveau. Moi, j'aimerais bien être à 80 balais dans son état et je le salue amoureusement. L'autre aussi, mon frère aussi.
Toujours saluer, hein, sa famille quand on passe, hein, sur une émission de grande écoute, hein, comme la tienne. Et donc, voilà, tu sais plutôt je vais pas dire l'intello de service, mais tu as un frère qui a 10-11 ans de plus que toi, qui est très, sport de balle, vélocité, fun, sport de raquette, sport de ballon, c'est fun, c'est rigolo. D'un autre côté, un papa aussi pour qui le sport co, c'est la vie, l'esprit d'équipe, tu vas arrêter, enfin, lis des bouquins, lis pas trop de BD, lis quand même quelques bouquins, pas trop de BD, mais des bouquins, puis surtout fais du sport co, pars en colonie, voilà, une génération. Et bah, pas vraiment dans cette ambiance-là, à essayer, mais davantage un besogneux et capable de courir ou de faire des choses moyennement techniques, on va dire. Bien que je sois passé par le tennis, puisqu'il y en a mon père et mon frère ont longtemps joué au tennis. Mon frère est tennisman. Hem Et puis mon papa, bah, cette génération, qui a connu l'explosion du jogging, même pas du running, mais du jogging, tu sais, les années 70-80, où, bah, il était de coutume pour, rester en forme de courir, quoi. Tu étais, VRP toute la semaine, tu voyais pas ta famille, tu étais dans tous les rendez-vous, les dîners, les rendez-vous de chasse de la France, de France et de Navarre. Et puis, bah, pour te remettre un peu au vert, expression que mon père employait souvent, le week-end, il fallait aller faire son jogging. Donc j'étais baigné entre, une culture du fond, il faut faire du fond, et puis, bah, une certaine timidité pour me mêler, dans les groupes, quoi. Et donc j'ai quand même été assez proche de l'endurance relativement jeune. Je me souviens qu'à 10-12 ans, j'aimais bien trotter, courir. Après, j'ai sombré dans le basket avec bonheur pendant, une 10 ou une quinzaine d'années. C'est encore un amour complet pour le basket, avec même un fort revival depuis, 5-6 ans, et je suis à 2 doigts de reprendre une licence, loisirs. C'est un peu compliqué au niveau des horaires. Et pour, résumer la suite, et ben, un jour tu tombes amoureux et puis tu te rends compte, surtout en écoutant ce que te dit ta dulcinée, que tu es en surpoids. Depuis 18 ans, je m'entretenais pas trop et j'étais quand même assez, grassouillet. Et comme tout le monde, quoi, 3 km, 5 kilomètres, et puis en 2 mois, tu fais 10 kilomètres, rapidement. Et puis pourquoi, viser tout de suite des petites courses, quoi? L'objectif de l'année d'après, c'était le semi-marathon de Tours. À l'époque, j'étais en Touraine. Et puis, bah, l'année d'après, pourquoi ne pas viser un marathon, ouais, 2 ans après? Donc j'ai commencé par le running. Et je suis rapidement arrivé à courir, alors sans prétention, mais à viser du marathon qui était pour moi la course, complètement idéalisée, quoi, communautaire et mythologique au bon sens du terme, quoi, vraiment. Et ça, c'était, j'ai dû faire mes marathons entre 2004 et 2006-2007, avec des retours au début des années 2010, 2015, alors que je m'étais mis au trail. Ouais, c'est assez fabuleux, je trouve, le marathon encore aujourd'hui, quoi. OK, et ensuite, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé un peu plus vers le trail, justement? Voilà, je voulais te laisser la virgule. Alors le trail, eh bien, c'est mon installation. Alors j'avais perdu du poids et puis, ça va, j'avais récupéré ou on va dire, reçu un vrai corps d'homme aux alentours de 22-23 ans, enfin mieux. Et puis, je me suis installé à Aix-les-Bains, en Savoie, en 2008-2009. Et je crois que j'ai dû me remettre à courir, après 2 ans plutôt, à bosser beaucoup, beaucoup, ou à vraiment faire de l'entretien. Et habitant au pied du Malpassant avec, la forêt de Corsuet derrière, la Dent du Chat d'un autre côté, j'ai dû m'aligner sur ma première nivolée Revard, je crois que c'était en 2009 ou en 2010, ouais, 2010. Et puis, bah, rapidement pareil, reprendre goût avec, je crois que la première course excuse-moi, se passe super bien. Heu, mais une surprise, quoi. Pour quelqu'un qui était pas du tout, adapté à courir en nature, je sais pas, de mémoire, peut-être que je dois être, entre 40 et 80 sur la course, quelque chose comme ça, quoi. Et puis après, pareil, quoi, de fil en aiguille et rapidement mettre un objectif, quoi. Rapidement y prendre goût, et j'ai dû rester sur des formats de 25-35 kilomètres, avec un souvenir béni encore quand j'y pense, parce que
quand tu te dis que tu es à 27 kilomètres et tu la prépares de tout ton cœur d'année en année, je trouve ça magnifique, quoi. J'admire encore les gens qui font ça. Je continue de leur dire. Pour moi, c'est presque plus des héros que des gens qui font 5 ultras par an. J'en reste convaincu de ça. Et de te dire, bon, est-ce que je vais être capable de passer à 40 kilomètres? Non, il faut que je prenne des bâtons parce que dans la descente, les bâtons vont forcément m'aider. Tu vois, c'était des réflexions que je garde et que je regarde encore avec beaucoup de tendresse, quoi. Et voilà. Et après, j'ai commencé à passer, à allonger la distance. J'ai mis du temps quand même. Je dirais en 2017, j'ai commencé à me frotter à des, ouais, 2016, à des formats un peu plus longs, quoi, 70 kilomètres. Et puis pour après, très rapidement, arriver à l'expérience du 100 kilomètres et du 100 miles, quoi. Ok, c'était quoi ta première expérience, du coup, du 100 km et le 100 miles? Et ben, je dirais que dans l'esprit du 100 kilomètres et du 100 miles, je pense que mon premier 100 kilomètres, ça devait être. Alors, j'avais fait 3 off dans les Bauges à l'époque. J'avais traversé 2 fois, je crois, les Bauges. J'avais fait le tour du lac aussi. Bon, ça devait faire 80 bornes. Et je crois que le premier 100 kilomètres, c'était l'Ultra Pyrénéo. Ultra Pyrénéo. Et d'ailleurs, trop drôle, tout à l'heure, je sais plus pourquoi, devais vérifier quelque chose dans mes références pour pas te dire de bêtises. Et je crois que je suis tombé sur une pastille vidéo que j'avais faite en 2018. Et c'est cocasse. Voilà, je préfère dire ce mot, c'est cocasse, sur mon Ultra Pyrénéo. J'attire l'attention sur la bande-son qui est excellente, entre parenthèses. Il y a les Chemical Brothers dedans, c'est une merveille. Et c'était ouais, ma première course. Et un super souvenir, sauf que énorme coup de calgon à 90 kilomètres. Non, à 100 kilomètres, ouais, 100 kilomètres. Et ça m'a souvent fait ça. Je dirais que sur 4 épreuves, je sais pas pourquoi, 100 kilomètres, extinction des feux, pour après poussivement, voilà. Et ça a été une terreur même sur des ultras. Qu'allait-il se passer au ravito du kilomètre 100? Et ouais, Ultra Pyrénéo. Excellent souvenir. Super coin, parcours sympatoche, pas non plus archi-technique, mais ouais, très chouette. Ok. Est-ce qu'il y a une course qui t'a marqué plus qu'une autre parmi toutes celles que t'as faites? Est-ce que ce sont justement les plus longues distances ou pas forcément? Est-ce que, ouais, ce serait quoi Mm. un petit peu là où les courses qui t'ont le plus marqué? Alors, il y en a une qui m'a. Il y en a deux, je dirais, qui m'ont beaucoup marqué. C'est drôle d'ailleurs parce que je réalise qu'elles sont dans une zone géographique. Comment dire, c'est quasiment la même. J'ai beaucoup aimé l'Ultrax de Zermatt. J'ai dû y aller ouais, entre 3 et 5 fois, je crois, quelque chose comme ça. Une fois avec le KV aussi, qui était très, très sympa. C'est pas un KV entier, mais très chouette. Euh, et pour moi, le 46 ou le 49 km, je crois qu'il a 3500 ou 3600 mètres de D+, de l'Ultrax de Zermatt. Ça doit être l'Ultrax Marathon, je crois. Et une des plus belles courses alpines. C'est une pépite. C'est vraiment une pépite. C'est pas technique. Tu montes haut. J'adore monter haut. Tu as ce point de vue au-dessus du. Est-ce que c'est le Gorner Glacier ou je sais plus, mais le glacier qu'il y a, je dois me tromper, ça fait quelques années, mais au kilomètre 20 ou au kilomètre 25, c'est à tomber par terre. Et ça réussissait, quoi. En plus, c'était une course qui réussissait bien. Donc, vraiment, un souvenir divin. J'ai dû m'arrêter à un moment parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait pas faire la course de trop, tu sais, au risque de te dégoûter. C'est c'est- c'est souvent comme ça, je maîtrise. J'admire souvent les gens qui arrivent à faire 7, 8, 9 fois un trail du Ventoux, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et, euh, et l'Ultra Tour du Mont Rosa, du Monte Rosa, qui est un de mes premiers souvenirs en ultra, en 100 miles. Et bah, qui, comme toutes les premières fois, est un mélange de souffrance et d'illumination, organisé par Lydie Hawker, qui est une personne que j'ai toujours aussi énormément respectée, notamment pour sa discrétion voulue, et aussi par cette part d'injustice qui fait qu'elle a, sciemment ou pas, été un peu mise hors des lumières. Bon, elle l'a voulu, mais un peu aussi en souffrance, même beaucoup, Lydie. Voilà, c'est cette Ultra Tour Monte Rosa. En plus, je crois que c'était l'édition Covid, un parcours en papillon. Donc autant dire que tu pars pour une boucle.
Tu retrouves Zermatt, tu fais une partie en plus de l'Ultrax de Zermatt. Donc j'étais revenu sur les traces de la partie que je connaissais. Et tu reviens à Zermatt, et là, tu repars dans la vallée et tu vois le point de départ dont tu es parti le matin. Et tu sais que tu vas y revenir, que je te dis pas de bêtises, où tu vas passer près pour passer dans la vallée de l'autre côté, faire l'autre aile de papillon et revenir. Donc voilà. Et il prépare d'ailleurs un énorme ravito au kilomètre 90 cette année-là, mais un truc absolument gargantuesque. Et c'est cette année que j'ai compris que quand un ravito était gargantuesque, mais à ce point-là, c'est-à-dire qu'il y avait de la pizza, du couscous, c'était fou quoi. Manger un couscous en Suisse, un ravito au kilomètre 90 en pleine nuit, c'est une expérience que je conseille à tout le monde, hein. Et évidemment, c'est avant la pire descente quasiment du parcours, et avant une bambée pour monter au ravito du kilomètre, ça devait être 100 ou 110, qui était fatale, quoi. Voilà, donc l'Ultra Tour Monte Rosa, ouais. Il faut y aller d'ailleurs, il faut faire et refaire cette course. Lydie est toujours aux manettes, je crois, et je dis pas souvent qu'il faut soutenir des courses, mais je pense que celle-là, il faut vraiment la mettre en lumière davantage. Elle a tout eu, hein. Elle a eu l'année Covid, elle a été annulée, je pense, une année en raison de la météo. Euh, voilà, le seul qui est passé entre les gouttes, c'est Mathieu Girard, l'organisateur de Verbier Saint-Bernard, qui la gagne, je crois, en 2018. Et c'était l'année où, ouais, où ça a pu le faire. À moins qu'il l'ait gagné l'année où ça a été raccourci. Non, c'est pas digne de Mathieu, ça. Non, non. Donc ouais, Ultra Tour Monte Rosa. Voilà, pour te répondre. Ok, Brillant. ça marche. J'irai jeter un œil. Ouais. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a une course qui t'a marqué, on va dire négativement, ou au moins sur le moment où ça a vraiment été un calvaire et où t'en gardes un souvenir vraiment difficile? Euh, une course qui a été un calvaire, ouais, ça m'est arrivé souvent. J'ai pas de scrupule particulier à abandonner. Ça m'a jamais posé de problème. Alors, tu sais, bon, il y a toujours le camp de ceux qui te disent mais non, t'inquiète, attends, ça va passer, tu vas y arriver. T'as le camp, j'aime bien faire des catégories comme ça, bien claires, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puis au moins on est rassuré quand on a des catégories. C'est comme les gens qui ont des principes. Pour ça, j'ai deux principes et pas plus. T'as le clan au milieu de ceux qui vont te dire mais non, t'es nul, faut pas abandonner, t'es nul. En gros, t'es pas un homme si t'abandonnes. Ok, bah, je vais réfléchir sur mon 35 km si j'abandonne ou pas, parce que l'enjeu est quand même assez balèze, tu vois, dans une vie. Et puis, il y a d'autres personnes qui te disent, bon, bah, c'est pas grave, quoi. Et puis, tu as aussi les gens qui te disent, alors, dès que tu n'as pas une once de plaisir, surtout, tu rentres à la maison, tu plies les gaules. Bon. Et ça me l'a fait souvent. J'ai remarqué que sur des saisons, pas plutôt récentes d'ailleurs, il y avait toujours une ou deux courses sur lesquelles j'abandonnais, mais je savais immédiatement que je m'ennuyais totalement. Physiquement, c'était relativement poussif, mais ça pouvait aller, il n'y avait pas vraiment de bobo. C'est là où le mental te dit, mais si, t'avais quand même vachement mal à l'orteil, ou t'étais pas en forme, t'avais des troubles gastriques. Oui, bien sûr, t'avais des troubles gastriques. On va te montrer ce que c'est des vrais troubles gastriques. Et j'ai un souvenir comme ça, alors je me souviens du Tour des Fises, il y a peut-être 2 3 ans que je devais faire en prépa, autre notion que j'aime pas trop, parce que c'est une course fabuleuse. Mais pareil, j'avais fait même pas la moitié de la course, j'avais l'impression de l'avoir fait 3 fois, donc j'ai dit allez, j'ai fait du stop et je suis rentré. Et je me souviens du Nivolay-Revard. Mais alors une Nivolay-Revard qui est mon parcours d'entraînement, et j'avais envie de mettre le clignotant au 15e kilomètre, quoi. Et je pense que je l'ai mis, ça devait être sur le grand, peut-être sur le 57 ou le 50 bornes, ou un peu plus. Je crois que je l'ai mis, ouais, je me demande si c'était même pas sur le petit parcours. Ouais, je l'ai mis arrivé au Revard. Et ma femme me voit et me dit: «Bah, qu'est-ce que tu fais?» Puis je sais pas, je devais être, bien placé dans le top 20, top 30. Je lui dis: «Non, je sais pas ce que je fais là», et ça pour moi, c'est un calvaire. J'ai jamais connu de calvaire, physique profond. Oui, sur la diagonale, pareil, mon épouse, m'a confessé après qu'elle avait hésité à me dire: «On arrête tout là», parce qu'elle me voit arriver comme un fantôme avec un t-shirt blanc et le visage encore plus blanc que le t-shirt, au ravito de 2 bras dans la nuit, au kilomètre 120 ou 128, un zombie. Mais j'ai continué, donc là, ouais, je me suis paumé, enfin, c'était vraiment un calvaire, mais j'ai terminé. Mais non, c'est juste le lendemain où tu te dis plus jamais, puis en fait, une semaine après, ça passe. Ouais, niveau les revards, ouais, je retiendrai, ouais. Avec, ouais.
c'était mal organisé par Hugo Ferrari cette année-là. OK. C'est intéressant la réflexion que tu as sur l'abandon, mais est-ce que justement, on va dire tous les abandons sont justifiés? Est-ce qu'il y a eu des fois où tu as abandonné et où tu t'es dit, bah, peut-être 1 heure après, en fait, ça va, s'il y avait pas c'était pas si grave et en fait, j'aurais pu continuer, j'étais pas lucide sur le moment et j'aurais dû continuer? Ou, à chaque fois que tu as abandonné, tu pas regretté cette décision? Enfin, comment est-ce qu'on sait justement si, ouais, si la bonne décision, c'est d'abandonner ou s'il faut prendre un petit peu son mal en patience et persévérer encore un petit peu? Je dirais que j'ai souvenir d'un abandon, dont j'aurais jamais cru, souffrir autant après. Être blessé intérieurement, être dégoûté, même être, pas cool avec mon entourage et on me l'a rappelé encore très récemment, que les curseurs étaient pas du tout en face de la réalité. Bah, pour ne rien cacher, c'est la dernière, diagonale. J'aurais jamais cru, vraiment me sentir autant peiné quoi. Peiné, pas contre moi-même, mais, alors je manie, on va dire, une sorte de complexe de l'auto, critique, plutôt assez développé, donc j'ai pas tendance à me considérer en général dans la vie, bon, on va pas faire de psycho, direct là-dessus. Mais là, j'avais vraiment peu de considération pour moi-même, heu, mais j'étais en souffrance, ouais. J'étais vraiment en souffrance, on en reparlera sans doute, mais le fait aussi de mélanger les rôles, hein, d'être là-bas pour bosser en tant que média et en plus de courir, parce que j'ai du mal à concevoir les choses, de manière distincte, pardon, distinguée, mec très distingué et ouais, ça c'était vraiment dur. Pour répondre à ta question directement, parce que là j'ai fait un détour, moi je dirais que les abandons que tu arrives à switcher, assez rapidement, je pense que c'est presque des bonnes décisions. Sur le Nivolaire-Revard et sur, le Tour des Fize, je pense que ça aurait pu être, bon, un petit coup de pied aux fesses et ça aurait quand même un peu plus davantage, continué. Ouais, je bute sur mes mots là, c'est assez, désagréable, hein, pour toi, j'ai Non, non, pas du tout. l'impression de parler comme ça, mais ouais, je pense que là, bon, un petit coup de motivation, ma femme ou quelqu'un m'aurait dit: «Bon, tu les états d'âme, à la limite tu prends 5 minutes de plus et puis tu te sors les doigts». Je pense que ça aurait pu y aller. Mais voilà, après on n'y pense plus, tu content, tu switches, tu te dis: «Bah, j'ai quand même couru 30 kilomètres, ça me donne le droit de manger et de boire et de faire la fête», et puis tu noies ton chagrin, tu as toujours un bon prétexte, ouais, voilà. La notion de regret, je pense, est assez centrale, quoi. Mais après non, j'ai pas de souvenir où après, je me suis dit, «Non, tu bête», non, parce qu'après c'est quoi? C'est une cheville, mais la cheville, bah, c'est dur de se dire, «Tu nul, tu aurais pu courir quand même». Non. Non, voilà, je c'est mon dernier mot, hein, Jean-Pierre. OK. Du coup, peut-être pour, transitionner un petit peu vers le journalisme, donc tu nous as dit que tu écrivais sur le sport. Qu'est-ce qui t'a amené là? Est-ce que c'est le journalisme justement qui t'a amené vers le sport ou l'inverse? Hem, alors je peux pas nier que c'est toujours fascinant depuis toujours, d'a d'imaginer, en tant que lecteur de presse, hem, de voir un de ses écrits dans un magazine où, il y a en tout cas, j'ai toujours eu ce regard admiratif, là aussi, par rapport aux gens qui écrivaient ou qui vivaient de leur plume. Pas dans la, pas dans la fascination, pas dans l'idolâtrie, mais, ouais, j'ai toujours trouvé que c'était enfin, je suis plutôt un grand lecteur, plutôt lecteur de presse, pas du tout, presse sportive. Bon, j'ai compulsé, tous les magazines de trail, lorsque je courais, avant d'écrire dedans, ce qui était assez rigolo. Donc le premier jour où j'ai vu un de mes petits papiers de rien du tout dans un magazine, j'étais mais extrêmement, ému. Voilà, on a des petits plaisirs dans la vie, très, très égocentrés. Ce Ma femme était émue. Elle est toujours là en fait, ma femme, j'ai l'impression. Et hem, je non, c'était quoi la question déjà? Qu'est-ce qui t'a amené au journalisme Voilà. justement et est-ce que c'était le sport qui t'avait amené là ou l'inverse? Non, non, c'est pas du tout le sport qui m'a amené là. J'ai commencé à pas mal voyager à partir d'une certaine période.
et notamment côté sud-américain et Asie du Sud-Est ensuite. Et je me rendais compte, en tout cas, j'accumulais. J'ai toujours écrit, depuis que j'ai 14-15 ans, comme quantité de personnes, j'ai noirci des quantités de carnets du même format, avec le même stylo, toujours les mêmes. Vraiment le type qui a des tocs, quoi. Mais il fallait que la réalité de ce que je vivais passe par le prisme de l'écrit pour être concrétisé, incarné. Voilà. J'ai eu mes périodes cracher ma haine à la face du monde, mais la garder dans mes carnets. Le poète incompris, la souffrance, enfin des pages et des pages et des centaines de pages à crier ma rage. J'en ai, ouais, je pense que j'en ai un petit carton. Donc la culture de l'écrit a toujours été présente dans ma vie. J'ai toujours, toujours, toujours écrit. Je dirais depuis que j'ai, ouais, 13 ans. Je crois que j'ai un souvenir à 13 ans. Et donc ça n'a pas cessé. Et à partir d'un moment, je commençais à accumuler des trucs ou des histoires peut-être un petit peu plus sexy que, en tout cas passionnantes ou ouvertes intellectuellement, que Anne-Sophie m'a laissé tomber, je marche seul dans les rues de Saint-Quentin-en-Yvelines, et personne ne m'aime. Et je commençais à me dire, mince, bah, ça fait 3 fois que je vais courir sur une montagne au-dessus de Cusco à 4000 mètres en sortie quotidienne. Et puis tiens, pendant une semaine, j'étais en plein dans le désert d'Atacama, comme ça, mais avec facilité. Je veux dire, tout me paraissait facile et j'ai toujours eu cette approche au voyage aussi j'ai toujours senti que voyager n'était pas si compliqué que ça. Je parle pas du côté financier et matériel, mais même matériellement, tu peux te retrouver à l'autre bout du monde de manière assez facile, quoi. On a la liberté et la chance d'avoir un truc qui s'appelle le passeport dans notre état de droit, qui nous permet quand même, enfin, c'est dément. Et le fait d'accumuler des expériences comme ça, toujours liées à la course à pied, car je voyageais souvent à pied, il y avait toujours un moment où j'allais courir, donc plutôt en Amérique du Sud et après, ouais, plutôt en Asie du Sud-Est. Et c'est comme ça qu'en accumulant, en accumulant, un jour, je me suis dit, bon, la tentation de tous les gens qui courent, ou de beaucoup de gens qui courent, je ne veux pas généraliser, mais je pense qu'il y en a beaucoup, et si mon histoire pouvait intéresser, ou simplement, et si je pouvais la raconter dans un magazine, quoi. Ouais, si je pouvais la raconter, tout simplement. Et ça a commencé petit à petit, comme ça. Ouais, et ça fait un peu plus de 10 ans que ça dure pour en arriver là aujourd'hui, quoi. OK, du coup, tes premiers écrits, c'était vraiment sur tes propres expériences à toi et les voyages que tu relatais finalement? Exactement, OK. exactement. Je l'avais déjà dit dans un autre podcast. Euh, je garde un souvenir ému et hyper reconnaissant, et une personne qui s'appelle Béatrice Glinch, qui était responsable, qui doit toujours l'être d'ailleurs, on a un peu perdu contact, et je ne peux que la saluer avec affection, du webmag gratuit qui s'appelle, je pense encore, Endorphine Mag. Et à l'époque, il y avait Béatrice et sa collègue, alors j'ai perdu son nom, Nelly, non, je sais plus, qui faisaient des choses de mise en page. Enfin, c'était des bénévoles, et c'était absolument bluffant, quoi. La qualité d'un magazine papier. Et en fait, pendant 5-6 publications comme ça, régulières, sur des destinations différentes en Amérique du Sud à l'époque, donc ça allait d'Atacama à Ushuaia, en passant par Cusco, je sais plus quoi d'autre, m'avait dit: «Ben non, nous ça nous intéresse, ça fait du contenu, évidemment on peut pas te rétribuer parce que on fait pas ça, mais c'est scène littéraire ouverte chez nous, quoi». Et ça, ouais, ça c'est vraiment génial, quoi. On avait parlé avec Cyril Blanchard, donc son chouette podcast Objectif Mmh. Finisher, au père Cyril, et Sébastien Réchon, donc le multiple champion de raid multisport, qui a couru la Barclay récemment, qui est vraiment, enfin, un cador sur la Swiss Peaks, 660 finisher de la Chartreuse Terminorum, m'a récemment dit: «Toi aussi, merci d'avoir cité Béatrice Glinch parce que voilà, elle nous a tous animés, et elle nous a fait vivre avec son actualité de Raid in France et du raid multisport, quoi». Donc les premiers souvenirs, c'était ça, et très rapidement, le premier papier, c'était dans Trail Endurance Mag. Ouais. OK, Un des d'accord. premiers papiers, en tout cas dédié au trail.
Avant, j'écrivais dans des fanzines dédiées à l'histoire de l'art. Oui, j'ai eu ma période. Ça a duré quelques années aussi, mais la première vraie collab en print, en tout cas pour un magazine, la première collab rémunérée, ça a été dans Trail Endurance Mag, ouais. OK. Tu te souviens du sujet de ce 1er papier? Atacama. Ouais. OK. Atacama qui s'était super mal passé à la fin. J'avais passé une semaine de rêve à faire des photos en selfie parce que je crois qu'à l'époque j'avais peut-être enfin tu sais j'étais vraiment enfin je le suis toujours hein, mais un gagne petit tu lui donnais une casquette ah bah ok je vais vous faire plaisir je vais porter la casquette avec la marque hein. Ouais d'accord génial hein, ouais super et j'avais fait des photos dans tous les sens et je me revois assis au milieu du désert d'Atacama à explorer des crêtes et des trucs. Enfin, c'était complètement ouais, dingue, quoi. J'avais trouvé un guide qui avait accepté de me conduire, je crois, à 3000 mètres, à 2500, 2008 mètres, Celso, de, de Base Camp Adventure, je crois, à San Pedro d'Atacama. Et il m'avait dit ok, allez, ça va te coûter un peu cher, mais si tu veux, je t'emmène là. Par contre, c'est super vérifié au niveau santé. Et si tu veux, le seul volcan sur lequel tu peux aller courir et aller jusqu'à 6000 mètres, ok, on le fait une fois, on le fera pas deux, mais d'accord. Et il m'avait emmené un matin à l'aube. Et là, tu découvres première expérience de la haute altitude. Et j'étais parti avec mon petit sac, mes trucs. Et j'avais couru. Enfin, c'est un souvenir qui restera gravé à vie, quoi. J'ai été monté au Sagré Cabourg, en face du Lican Cabourg, qui fait la frontière avec la Bolivie. Et j'étais redescendu. Et ça fait partie de cette période. Enfin, c'est béni, quoi. Et ça s'est mal fini parce que en fait, je me suis fait tout piquer, passeport, carte de crédit, mais surtout passeport dans un pays étranger, le tout dernier jour dans le bus. Parce que je dormais et on m'a piqué mon sac. Voilà. Ah putain. Et ça Ah, reste un truc hyper marquant qui me traumatise aujourd'hui encore. ça fait une histoire à raconter, moi. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Et on est juste entre nous là, en plus, personne ne le sort. Du coup, comment est-ce que tu décrirais un petit peu ton style d'écriture? J'imagine que c'est quelque chose qui s'est un petit peu développé, au fil du temps. Est-ce que ouais, qu'est-ce qui est, un peu propre à ton style? Bah, d'une part, c'est compliqué à dire parce que le regard sur soi-même c'est pas un exercice facile. Et puis d'autre part, c'est assez, encore une fois, très égocentré et un peu moi, ma vie et mon style et mon ego. Qu'est-ce que tu entends de tes proches, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent de toi quand ils lisent tes écrits, par exemple? La chose qui revient tout le temps, des proches et des moins proches, mais vraiment tout le temps, c'est alors ça devrait me faire plaisir, ça me fait plaisir quelque part, mais c'est comment dire? Ouais, ok, bon, il y a que toi qui fais comme ça, et en gros, on reconnaît tout de suite, c'est pas possible autrement. Et j'ai un confrère qui m'a dit l'année dernière, tu resteras toujours de toute manière, on sait peut-être que t'es pas encore exploité là où il faut, mais en tout cas, il n'y aura pas de case vraiment dans lequel te placer. Bon, ce qui m'avait vraiment fait plaisir, mais le corollaire de ça est que bah, tu sais que ton chemin, tu l'as décidé, mais tu ne sais pas faire autrement. Bah, il restera plutôt solitaire. Plaisir à bosser en équipe, mais le style en lui-même ou le positionnement que je trouve pas si azimuté que ça, en fait. Je le trouve plutôt personnel et d'aller chercher des choses, en tout cas chez les gens que je, que je fais parler ou dont je parle, que ce soit dans des textes ou dans des interviews. Je le trouve pas si azimuté que ça, peut-être trop libre. Peut-être trop libre, ouais. J'aime bien l'idée de liberté. Bon, ça c'est un cliché, hein. Liberté, voilà, c'est la valeur suprême, oui. Mais ouais, c'est plutôt ça qu'on dit en général, ouais. Euh, ok, c'est du Julien Gilleron, c'est du Julien Gilleron. OK. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais encore un petit peu de mal à te définir comme journaliste. Du coup, est-ce que dans tes écrits, tu cherches toujours à être, objectif? Ou est-ce que tu assumes une certaine, subjectivité et un certain point de vue parfois? La subjectivité, elle sera par définition, et ça je refuserais, et j'allais dire je ne sais pas la lisser. Je pense que oui, je ne sais pas la lisser physiquement, biologiquement, cérébralement. Euh,
Elle restera dans le style ou dans la manière de m'exprimer. À chaque fois qu'il m'a fallu faire un papier archi-factuel, vraiment par A plus B, un compte rendu, je pense qu'il y a toujours à un moment donné une expression ou une tournure de phrase. Je le dis sans aucune prétention, c'est vraiment un constat que je fais sur la façon dont j'écris. Et encore une fois, Elodie, je ne me considère pas comme un stakhanoviste ou un artiste de l'écriture. Le fait de moi m'auto-analyser sur mon écriture, là j'ai l'impression de me pencher sur une œuvre accrochée au mur en disant comment décrire le style de Julien Gélon. Mais il y aura toujours une tournure de phrase qui moi, me fait me dire tu peux pas gommer ça, bon sang, ça, c'est vraiment typiquement toi, quoi. Souvent un jeu de mots ou alors un mélange de genres. J'aime bien le mélange des genres, ouais. J'aime bien en général accoler une référence. Je peux pas m'empêcher. C'est peut-être un côté aussi euh, animal savant, ça, je pense. Une formation universitaire trop longue ou trop d'habitude à. Ouais, je pense que j'ai vraiment été formaté par la fac et les études à il faut faire un plan, il faut que ça soit thèse, antithèse, synthèse, ou en tout cas, il faut argumenter, il faut qu'il y ait des exemples. Mais ça remonte même au lycée, je pense. Cette formation scolaire est en permanence à l'intérieur de ma tête. Donc je pense qu'elle ressort. Il va y avoir une référence culturelle que malheureusement, souvent, pas mal de gens ne vont pas saisir. Et moi, je vais jubiler en me disant oh, c'est très drôle, mais c'est mon texte, moi, qui me fait plaisir. Donc tu perds la relation. Tu oublies qu'en fait, tu écris pour te faire lire. Donc là, je devrais plutôt me dire attends, t'es pas là pour te faire plaisir. C'est bien si ça te fait plaisir, si tu prends du plaisir à écrire. Mais garde en mémoire, comme n'importe quel auteur, vrai auteur qui se fait éditer, le type qui veut pas montrer ses écrits en disant non, 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 c'est mon carnet de notes, je veux pas le montrer, ok, il sera jamais écrivain parce que il oublie qu'il écrit pour se faire lire. Le type qui acceptera pas une critique d'éditeur, il oublie que s'il veut écrire un bouquin, c'est aussi pour vendre des livres et se faire lire. Et des fois, peut-être que je devrais pas tomber dans cet auto-plaisir qui fait que c'est un cercle vicieux ou vertueux pour moi-même, où il va y avoir une référence culturelle, un jeu de mots, et puis immédiatement accoler quelque chose de très trivial, parce que j'adore mélanger les registres, enfin, je sais pas faire autrement, quoi, tout simplement, c'est même pas de la construction. Et puis, ça me paraît en plus, enfin, je parle peut-être comme je m'exprime, mais hum, comment dire, euh, le style de boire une tasse de Earl Grey avec une rondelle de saucisson bien gras, je pense que voilà, c'est quelque chose qui me décrit et qui se retraduit dans mon style. Ok. Il fallait faire une métaphore comme ça, très, très spontanée, hein. Voilà. J'ai pas voulu faire quelque chose de scatologique. Bon, on peut peut-être aller Oh, c'est déjà pas mal, je pense. On va, au on va laïc. rester là-dessus. Bon, très bien. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi un petit peu les différents canaux par lesquels tu écris? Enfin, tu publies plutôt. Hem, alors, je collabore toujours pour la presse, spécialisée. Donc j'ai gardé mes attaches avec, bon, les principaux titres, aujourd'hui en trail, qui sont, Trail Endurance Mag, Wider. Wider qui a changé de rédaction à la fin de l'année dernière et qui maintenant redevient un magazine un peu comme il était, conçu à ses origines, donc un magazine plus thématisé et plus davantage 4 saisons et multisport, qui est bien. D'ailleurs, je trouve que la charte graphique a changé et en fait, l'identité thématique s'est vraiment développée et renforcée et je trouve que, autant ça peut inquiéter certains sur bon là, je fais une digression, mais sur le manque d'identité qu'un magazine 4 saisons peut prendre et en réalité, moi, je trouve que Wider est peut-être en train de réussir un virage, qui était pas gagné au départ, quoi, de faire quelque chose d'à la fois 4 saisons ou multisport, mais extrêmement thématisé à chaque numéro. Et qui est et en plus beau, je trouve, visuellement. Donc, ouais, chapeau à l'équipe graphique et à la nouvelle rédactrice en chef. Chapeau. Très Lendu, Wider. Alors, je collabore plus avec Alpine Mag, pour lequel aussi j'ai beaucoup de sympathie, parce qu'on a fait des trucs, ils m'ont donné toujours beaucoup de liberté dans des papiers plutôt courts, type édito, sur des courses, enfin voilà, sur différentes courses. Donc bon, j'espère que ça reviendra. Bon, des magazines spécialisés après, mais qui sont un peu plus spécialisés, donc notamment des titres de van life, parce que j'ai la sale habitude
d'arpenter l'Écosse et le Royaume-Uni, mais surtout l'Écosse, à base de van life, pour différentes thématiques. Je fais, alors ça c'est très minoritaire aussi, mais parfois un peu de contenu pour, un ou 2 offices du tourisme, et notamment du côté des US. Et puis surtout, je dirais, on a lancé un média, que j'ai cofondé avec le célébrissime Vincent Gaudin. Je dis célébrissime parce que, il faut voir Vincent Gaudin se faire reconnaître. C'est même pas démasqué, quoi. C'est, porté au pinacle et non au pilori. Sur chaque départ de course, tu vois un type lever la main avec son téléphone et là, tu as 10 personnes qui se retournent autour de lui. En plus, il a sa voix, il a tout. Donc, Vincent avait ce projet depuis pas mal d'années et je l'ai accompagné dedans et on a lancé Relance sur le web, donc relancemag.fr, qui est un média, à mon sens, et en tout cas au sens de Vincent, censé, en tout cas l'objectif, c'est de, je cite Vincent parce qu'il le dit mieux que moi, débunker l'univers du trail, mais plus largement de l'endurance, hein, je pense à terme, et d'en finir avec des contenus recyclés, peut-être un peu trop marketing, mais sur lesquels les gens n'ont que l'option de les avaler, de les intégrer comme argent comptant, sans les questionner. On essaie de faire intervenir des gens qui apportent de l'information et du contenu, sans prendre parti nous-mêmes, mais plutôt en essayant de mixer les points de vue. Et moi, mon but à terme, c'est d'essayer d'inviter les gens au mieux à aller creuser l'info et à poursuivre leur recherche d'infos à partir des pistes qu'on aura suggérées, ou en tout cas d'inviter à ce qu'ils nuancent leur opinion, quoi. Quand on reçoit Frédéric Lénard, le boss de l'UTMB, ou qu'on reçoit son pseudo, je vais dire, critique ou diablotin, qui est pas du tout comme ça, mais qui est Olivier Bessy, qui a critiqué l'UTMB l'année dernière, ou voilà, c'est pour se dire, il y a peut-être pas que les vilains et les bons. L'UTMB, pour ne citer que l'UTMB, qui est souvent estampillé vilain, mais il y a beaucoup d'autres vilains, et puis des bons, et puis des gentils, et puis des orgas ou des athlètes qui sont politiquement corrects, ben en fait pas tant que ça, etc. etc. Donc ça, c'est un projet qui nous occupe beaucoup, qui est encore en phase ascendante, et qui prend pas mal de temps à base de contenu texte, des collaborateurs de renom comme, alors là, lequel? Serge Moreau, donc rédacteur en chef d'Esprit Trail et fondateur d'Esprit Trail pendant, je dirais bien 25 ans, 30 ans peut-être, peut-être pas autant, bon, il me pardonnera. Cyril Forestier, oh là là, le breton aux yeux dont le bleu n'a d'égal que celui de l'océan qui borde ses côtes et sa péninsule de, je sais plus comment elle s'appelle là, en Bretagne, et forcément François Hinault. François Hinault, Vincent Gaudin, le spécialiste du matériel, mais pas que, et puis des interviews vidéo qui s'appellent les interviews en biais. Voilà. Et ça va, je pense qu'on va faire quelques annonces probablement avant la fin du printemps ou avant l'été. Voilà. Donc ça, c'est un projet, un bébé qui fait plaisir. OK, ça marche. Du coup, quand enfin, c'est Je, quoi un je petit peu parle la di beaucoup quand même, hein, tu trouves pas? oh bah, ça me va, moi, écoute, hein, je bois tes paroles. J'aurais une question pour toi à un moment. Ça marche, on inversera les rôles. J'allais dire, oui, c'est quoi un petit peu, du coup, la différence entre avoir son propre média et écrire pour les autres? Est-ce que, du coup, tu te sens plus libre d'une certaine manière ou est-ce que de tous les papiers que tu as pu publier, tout ce que tu as pu publier, pardon, pour les autres, ça a toujours été, une règle où tu as le droit de faire ce que tu veux, entre guillemets? Mmh. Enfin, est-ce que tu vois une différence entre les 2? Mmh. C'est une question hyper intéressante, parce qu'elle n'est pas si évidente et elle met en relief, en fait, des aspirations ou des rêves qu'on peut avoir et le fait d'être à un moment confronté à la réalité de la publication qu'on va te demander ou que tu vas proposer. Pour les magazines spécialisés, et je citerai par exemple, je pense que c'est un ami, maintenant, Sylvain Bazin, donc que tu connais bien. J'ai hâte d'entendre ce qu'il va nous raconter. On a dit, bon, ça va être un jeudi bientôt à venir. Je dis pas la date parce qu'au niveau du calendrier, ça risque de faire, antidatage. Du coup, au moment où les gens écouteront cet épisode-là, il sera déjà sorti depuis depuis un petit moment. Ah voilà, donc teaser ou anti-teaser, Voilà. excellent. Hem, Rétro-futuriste. Sylvain, par exemple, avec qui j'ai la chance de bosser depuis, presque 8 ans, plus de 8 ans.
m'a toujours laissé énormément de liberté. Pareil, Trail Endurance Mag, ouais, non, de manière générale, dans le print, la liberté, tu l'as sur le ton. En tout cas, on m'a jamais fait de reproches. On m'a jamais dit, à aucun moment, hein, dès le premier texte, alors, peut-être que j'étais plus dans les clous, je sais pas, ou enfin, je suis pas meilleur qu'un autre, ou moins scolaire, mais en même temps en étant scolaire ou en respectant la taille du texte ou la tonalité, ou peut-être que je disais juste pas trop de conneries. Mais on m'a jamais dit non, ça va pas du tout. Euh, Ça, c'était cool. Euh, Sur des médias web, régulièrement, et sur le print par contre, on m'a régulièrement changé les titres ou changé les chapeaux. Euh, Parce qu'au début, j'avais tendance à faire des chapeaux à rallonge, trop longs, c'est pareil. Soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas, mais il faut accepter qu'un chapeau, eh ben, ça peut pas faire 30 lignes, quoi. C'est censé être court. Et voilà, et aujourd'hui encore, d'ailleurs, c'est un exercice pour moi de faire des chapeaux, parfois, même si j'espère progresser. Hem, c'est quasiment, c'est quasiment un art, quoi. Je trouve que le chapeau est presque plus difficile à faire. Enfin, si on y met du sien, on peut mettre, tout un savoir-faire dans la rédaction d'un chapeau, plus que dans la trouvaille d'un titre ou plus que dans la rédaction d'un article, quoi. Ça peut être une pépite, ça peut être une merveille. Mais là encore, comme je te disais, il faut peut-être que je me décoince un petit peu là-dessus. C'est juste un papier qui doit être lu et qui va être lu entre deux portes ou ça se trouve même pas lu. Donc il faudrait peut-être que je me décontracte par rapport à ça, quoi. Euh, donc c'est la seule contrainte qui m'a parfois gêné quand j'avais l'impression, comme l'artiste incompris, que mon chapeau, mais bon sang, il était absolument parfait. Le titre, ah là là, mais quel humour! Il y avait 5 jeux de mots dans le titre, vous n'aviez pas vu, mais enfin, c'est pas possible. Rendez-moi mon œuvre. Enfin, non, c'est n'importe quoi. C'est un rédac chef, je pars du principe, maintenant, en tout cas maintenant, qu'il a l'œil et que s'il est compétent, il sait comment son article devra marcher et être lu. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième, c'est que la contrainte, c'est quand même en tant que freelance, euh, peut-être que je suis seulement en train d'accepter petit à petit la règle. Seulement en ce moment, c'est que tu es sans cesse obligé, parce que c'est comme ça, de faire des propositions. J'ai tendance à dire malheureusement, je me bats pour que je ou on ne soit pas seulement des vaches à idées sur lesquelles tu appuies et en plus j'ai tendance à être en plus assez prolixe, en tout cas le neurone part rapidement en vrille et le robinet s'ouvre, sans aucune prétention là aussi, il doit y avoir de grosses bêtises dans ce que je dis, mais parfois ça m'embête. Et je me demande encore si c'est la règle. J'ai l'impression quand même que si tu décides d'être indépendant et donc de fonctionner comme ce qui m'a mis du temps à faire accepter ou à faire comprendre, une sorte de micro-agence de presse qui va proposer du contenu sur un sujet, mais à différents médias, avec un angle, un personnage, une approche différente. Par exemple, un événement. Il est hors de question de faire un copier-coller. Tu vas pas dire à un magazine, bah, j'ai vendu la même chose à un tel, mais je passe par ChatGPT. Et encore, imagine que ChatGPT n'existait pas avant, quoi. Donc, tu avais encore plus de chances de faire du copier-coller. Je dis ça à tous ceux qui font semblant de ne pas utiliser ChatGPT. Euh, mais ça c'est problématique quand même. Enfin, c'est voilà, c'est comme quand tu réponds à un concours d'architecture. J'ai l'impression que c'est quand même ouais, une contrainte, quoi. Donc il faut jauger, il faut moins en faire, il faut moins te dépenser, arriver à gérer ton énergie et pas toujours fournir des propositions. Bah vas-y, t'en proposes 50 et puis, puis tu t'emballes et puis c'est super. Parce que tu sais que non, ça va pas être pris. Euh, donc ça, voilà, ça c'est contraignant. Et après, je termine là-dessus, ma longue réponse. La différence par rapport au fait d'avoir, entre guillemets, son média, alors, relance et, on va dire, sur le côté stratégique et financier, piloté par Vincent Gaudin. Et j'interviens davantage dans les propositions d'interviews et dans la production de contenu, et notamment de contenu vidéo sur ces interviews en biais. Donc, c'est à la fois confortable, je dirais, parce que financièrement, bah, c'est moins moi que Vincent qui a euh, la charge financière ou bah, la préoccupation de répartir les ressources entre les différents collaborateurs. C'est pas moi qui m'en charge.
moi je dois vivre, donc il faut que je réalise un volume d'interviews et puis que je fasse mon volume d'activité, enfin qu'à la fin du mois j'arrive à bosser, avec Relance, mais avec d'autres. Euh, En revanche, là encore, eh ben, même en étant à deux, tu dois accepter que la personne avec qui tu bosses va te dire, et en plus Vincent est capable d'avoir beaucoup d'autorité, euh, non, non, désolé, ça je ne prends pas. Ça n'est pas intéressant. C'est pas ça ne m'intéresse pas. Non, c'est on ne fait pas ça. Et c'est comme ça. Et il le dit avec gentillesse et politesse, mais et ça parfois, bah, ça remet en place. Tu te dis bon, bah, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc c'est pas non plus. Peut-être que si les statuts évoluaient ou si c'était, si un jour ça prend de l'ampleur, on espère que ça prendra de l'ampleur, quitte à ce que ça devienne quelque chose d'encore plus collaboratif. Peut-être que ça évoluera. Mais moi qui suis shooté à la liberté, bon bah voilà, il faut encore que, comme un enfant, je me dise ok, la limite est là, tu dépasses pas la limite, quoi. Voilà, longue réponse, hein. OK, juste un mot peut-être sur l'IA, l'utilisation de l'IA, tu l'as évoqué, rapidement. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de l'utilisation de ChatGPT? Est-ce que tu penses que c'est un outil qui peut être, utile? Est-ce que toi tu l'utilises, personnellement? Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est un outil qui ne peut plus être nié dans la presse. Déjà, je pense que la presse l'utilise depuis des années, mais ne le dit pas. Ne serait-ce que pour tout ce qui est fiches matérielles, contenu, tests. C'est, à mon avis, un secret de polichinelle de se dire que des contenus comme ça, cartésiens, concrets, matérialistes, ne peuvent pas être rédigés ou en tout cas aidés par une intelligence artificielle. En tout cas, c'est un secret de polichinelle, je pense, l'utilisation de l'intelligence artificielle par beaucoup de médias et par des médias web et par des médias print sur des contenus davantage de remplissage, à la différence de contenus, comment on pourrait les appeler, des contenus d'auteur, entre guillemets, quoi. Ensuite, je pense que c'est un outil bah, qui est désormais irremplaçable, totalement exploitable, dans l'aide qu'elle peut amener à l'analyse de données et ouais, à l'analyse de données, mais que tu vas lui nourrir, que tu vas lui donner. Je pense que tu peux toujours pas exclure encore aujourd'hui. On sait qu'il faut nourrir l'IA pour qu'elle réponde de mieux en mieux à tes demandes, mais je pense que c'est même un travail de longue haleine, que c'est indispensable aujourd'hui, soit d'être accompagné. Je vois les jeunes structures qui se montent. La plupart, dans les trois collaborateurs immédiats qu'elles recrutent, elles prennent soit un stagiaire, soit un doctorant en IA, quoi. Ça me paraît vraiment indispensable. Tu prends les 7 ou 10 résolutions de Mathieu Stéphanie, le célèbre podcasteur sur l'optimisation justement euh, commerciale. Voilà, il le disait à la fin de l'année dernière. Prenez plusieurs IA, investissez dedans et récupérez du temps que vous pouvez gagner sur notamment votre vie privée, quoi, ou davantage de confort sur d'autres tâches qui vous impliquent davantage humainement. Pour la presse spécialisée, donc quand je vois moi le nombre d'organisateurs qui m'ont dit oh mais t'inquiète pas, nous les communiqués de presse maintenant, c'est ChatGPT ou c'est une autre IA, Grok ou Perpetuity, Perpetuity, je sais plus, enfin, celle qui se termine en i, Perpetuity ou Serendipity, enfin bref. Euh, Perpetuity, ça fait un peu glauque, non, je sais plus. Non, Ouais, c'est je sais plus, ouais, non. je dois me tromper. Qui d'ailleurs j'ai jamais trop aimé. Euh, c'est quand même ouais, assez pas affolant, mais en tout cas c'est un fait quoi. Et par contre, et même des orgas ou d'autres, hein, des agences de presse. Alors des agences de presse qui n'ont pas pignon sur rue, mais qui envoient des communiqués de presse en disant bah, c'est comme ça, c'est bourré de. Tu reconnais que c'est un style GPT, mais tant pis, c'est comme ça quoi. Et à la limite, si les journalistes veulent relayer comme ils ont la sale habitude de le faire parce que ils n'ont pas le temps ou ils peuvent pas faire autrement, enfin pour X raisons, j'ai mon avis là-dessus. On a tous relayé des trucs, mais c'est bien aussi quand on fait un petit peu un boulot de journaliste, quoi. Bah, c'est comme ça. Et je pense que la règle maintenant, ce sera, d'ici à ce que les contenus automatiquement générés augmentent en qualité, à mon avis, la norme va de plus en plus s'imposer. On vous donne un contenu à partager, bah, ouais, c'est pas du Victor Hugo, mais acceptez-le, parce que c'est comme ça et pas autrement. Et puis si vous voulez l'améliorer, bah, tant mieux, ça va vous faire bosser un peu, et puis c'est votre job. Donc voilà. Ensuite, est-ce que moi j'utilise? Oui, j'utilise. Peut-être de plus en plus,
Mais comme je disais, alors le boulot est long parce qu'il faut vraiment nourrir et il faut en fait habituer à fournir un max de contenu que toi t'as fait. Pas pour l'habituer à ton style, mais je l'utilise beaucoup pour, par exemple, analyser les performances. Ça m'est arrivé d'analyser les performances d'athlètes de manière très synthétique, quand tu as des athlètes avec des palmarès, incroyables. C'est Parfois, c'est un peu touchy, il faut faire gaffe, il faut vraiment vérifier, mais tu dis, je préfère mentionner, moi, les sources à l'intelligence artificielle, ne pas dire, «cherche sur le web», ou «recherche approfondie», mais je te conseille en plus d'intégrer à tes recherches tel site et tel site, les données de tel truc, de tel analyste, etc. Et ça permet d'avoir un regard comme ça, voilà, assez précis et avec pas mal d'acuité rapide en tout cas. Euh, Après, pour pas te mentir, quand est-ce que j'utilise l'IA? Ouais, c'est davantage pour collecter des infos, ou pour faire des notes de synthèse, pour avoir un premier rendu visuel de ce que la sphère et la toile a comme reflet ou vision, par exemple, d'un athlète. Pour m'en démarquer après, moi, dans mes interviews, pour me dire, ok, ouais, il y a du cliché, c'est ça. Bon, bah, c'est clairement, si tu veux être original, pose pas la question que tu vois dans ChatGPT parce que tout le monde lui a posé. Et voilà. Bon, souvent, ça me fait je match avec des trucs que j'aurais pas forcément creusé moi-même. Mais voilà. Mais passionnant, passionnant. Et encore une fois, pardon, mais c'est des réponses, c'est un roman que je te fais. Alors, je précise qu'au début de l'interview, tu m'as dit, tu peux parler, c'est super, moi, ça me va bien. Mais quand même, là, je fais un peu trop le bon élève. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, Voilà. Bon, mais oui, non, sur l'IA, non, c'est bien. L'IA, c'est bien. Je sais ok, plus ce que je voulais dire. C'est bien. c'est pas grave. Tu me diras si ça te revient. Oui, ah oui, non, non. Euh, Les modèles d'IA, notamment sur GPT, tu as vu la vitesse à laquelle ils évoluent? oui, ouais, Entre Sora sur le visuel, Monday, alors je vous fais quand même, hein, si vous connaissez pas Monday, spécial dédicace à un photographe qui habite à Fort-Calquier, qui m'a montré ce que ça donnait. C'est assez croquignol et c'est hyper intéressant, hein, Monday, dans la version déjantée, et faussement copine. Et là où tu te dis, ok, comment ils ont fait? Comment ils ont fait? C'est pas possible. L'intelligence artificielle existe en vrai. C'est pas quelque chose qui est monté par les humains. C'est pas possible. C'est une théorie du complot. On nous ment. Il y a un vrai ordi autonome, quoi. Et puis le modèle 3O là, qui vient de sortir, enfin, etc., etc. Voilà. Elodie, avant de continuer, quel est ton animal totem à toi? alors j'en ai aucune idée. Et j'allais te poser la question à la fin parce que tu tenais absolument à ce que je te pose la question. Non, Je c'est sais faux. je sais même pas, je sais pas si c'est pas le loup ou le serpent, quelque chose comme ça. Bah, écoute, je chercherai et Bon. je t'enverrai la réponse, mais Mon animal totem? ouais, Écoute, moi, j'ai longtemps pensé que c'était le lion, le dauphin, tu vois, des trucs, l'aigle royal, enfin, des petits animaux. Et puis, je pense qu'il y en a un auquel on pense jamais, alors que c'est l'un des plus majestueux, c'est la mythe. Moi, je trouve que la mythe, voilà, j'ai réussi à se nourrir de vêtements, c'est quand même une gageure. Et je sais pas, je voudrais qu'on réhabilite un peu la mythe. Euh, voilà, moi, c'est la mythe, mon animal totem, mythe forever, OK. forever mythe. Du coup, c'est parce que c'est ton animal totem, tu t'es dit: «Il faut créer une histoire autour de ça et se dire que c'est cool» et Ouais, mais je pense d'ailleurs que je vais faire quelque chose autour de la mythe, car non, mais on n'en parle pas assez, quoi. Je t'assure, le quotidien d'une mythe est fascinant. de Et tous les puis animaux on si se on veut tient au les courant parler. sur ce sujet. Voilà, Ça la marche. parenthèse. Bon, les fourmis aussi. Les fourmis, oui, c'est vrai. Du coup, on arrive, bientôt à la fin de l'épisode. On a déjà parlé, de pas mal de choses. Peut-être avant de passer aux 3 petites questions de la fin, 3 questions signature, toi, de ton point de vue, est-ce que tu penses que le trail est bien raconté de manière générale dans les médias aujourd'hui? Et comment est-ce que ça va évoluer à ton avis dans les années à venir? À quoi ressemblera le journalisme, du trail, du sport, en 2030, en 2040? Ouais, ouais, je pense que n'importe qui à qui tu poserais la question te dirait ouh là là, euh, c'est prétentieux si je dis que je pense qu'il est mal raconté.
Je m'inclus dedans, je m'inclus dedans. Que dire? Est-ce que des récits de courses encore aujourd'hui, dans des magazines papier, ça intéresse des gens? Est-ce que vraiment ça intéresse des gens, comme on le faisait il y a encore 3 ans, 4 ans? Est-ce que si c'est pas avec un angle, très, très thématisé, voire très décalé ou très, très personnel, mais personnel, hem, faire un parallèle entre le récit d'un je sais pas, de quelqu'un qui est en incapacité de courir, je sais pas, je me pose la question en tout cas de ce format-là. Est-ce qu'on en parle encore de manière, détaillée ou pas? Je sais pas. Je vois davantage des communiqués de presse qui sortent pour raconter le trail aujourd'hui. Hem, je pense que l'avenir, ça fait quand même quoi 10, 15 ans qu'on dit que la presse, papier va se casser la figure, et elle résiste encore la presse papier. Quelle est la prochaine étape? Est-ce que ça va être de nous dire, «Oui, mais vous résistez, mais c'est pas écolo». Voilà, c'est pas écolo, vous produisez des magazines en papier et puis c'est du papier glacé, je sais pas ce qu'on met dans un papier glacé pour en faire du papier glacé, mais c'est peut-être chimique et c'est pas bon, ça peut pas se recycler, je pense que ça va arriver à un moment donné. Heu, les influenceurs, on en a tellement parlé aussi, c'est une réalité. Enfin, sans plaindre, c'est un peu dommage parce que, je ne me range pas dans cette catégorie, mais je pense qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui aiment écrire et savent écrire. En tout cas, qui font des choses qui peuvent être lues, mais qui sont un travail d'écriture. Alors, est-ce qu'un métier va se perdre un jour? Je ne pense pas. Il y aura toujours des journalistes, à mon avis. Il y aura toujours des gens avec un style, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais comme un Baptiste Chassagne, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, mais que l'on ne peut pas ne pas citer en termes d'écrit, parce que sa présence est incontournable. Voilà. Hem, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas. La matière, elle est dense, elle est colossale quand il écrit. Euh, c'est une réalité qu'on paye des influenceurs aujourd'hui sur des courses pour venir couvrir des courses et qu'on dit à des journalistes encartés ou pas encartés, non, on préfère prendre quelqu'un qui va faire 30, 50 ou 100 000 followers sur Insta plutôt qu'un média qui va faire 5, 10 000, allez, 20 000 exemplaires papier ou davantage si c'est des gens comme des quotidiens sportifs. Euh, je pense qu'au niveau de l'interview et du portrait et de la façon dont on fait s'exprimer les gens, mais qu'on les fait, la manière dont on les fait s'exprimer pour questionner leurs doutes, leurs convictions, pas leur faire donner du scoop, mais aller pas seulement dans le cliché de, tu sais, le truc, ah oui, mais nous, c'est l'humain. Oui, ok, c'est l'humain. Si tu fais pas de l'humain, fais même pas d'interview. J'aurais tendance à dire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Euh, je suis moyennement optimiste. Non, ça va. Je suis pas pessimiste, quoi. Il y aura toujours une manière de couvrir, je pense. Il y aura toujours un journalisme qui existera, que ça soit dans les 2 prochaines ou dans les 10 prochaines années, quoi. Je pense qu'il y a encore du boulot à faire sur les retransmissions et captations, mais même quand on aura trouvé une IA ou un système de drone qui te suit de manière autonome, qui suit le premier, ça sera super, mais je pense qu'on aura toujours besoin d'écrit. Peut-être que le livre lui-même gardera d'ailleurs toujours peut-être ou reprendra une supériorité sur la presse dans la retransmission d'expérience de la course à pied, quoi. Voilà, je suis peut-être pas un bon oracle, quoi. Ok. Avant de passer aux 3 petites questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder ou un message que tu aimerais faire passer? Bah, le truc des animaux totems, je voudrais faire passer le message, que pour, faire déraper une interview, pensez-y. Pensez à prendre un verre d'eau aussi quand vous faites des podcasts, avec Elodie notamment. Un message ou un sujet, non, non, on a pas mal fait le tour,
Il y a un gros sujet, je pense, qu'il faudrait traiter, peut-être comme ça, là j'y pense spontanément. Hem, c'est c'est le rapport, d'un athlète, et notamment des athlètes de haut niveau, à la famille. Je C'est un truc qui me questionne de plus en plus. Tu sais, on entend souvent, je vois Thibaut Garivier là, à remercier dans son post, après son résultat sur, sa troisième place sur le Grand Raid du Ventoux, le week-end dernier. Il a dit: «Bah, la personne que je veux remercier le plus, c'est mon épouse, parce qu'elle s'est occupée, à la perfection de notre nouveau-né, quoi». Il était vraiment, tout bibou. Il est arrivé il y a pas longtemps et on parle souvent de ça. Tu sais, on voit souvent des athlètes qui disent: «Ouais, mais» soit des coachs, soit des athlètes, la clé dans la vie, c'est de réussir à équilibrer, le pro, le personnel, le sportif. Hem, Moi, peut-être de par mon activité aussi, quand même souvent absent, peut-être par rapport à un parent, qui fait autre chose, plusieurs semaines dans l'année, on va dire ça, même plusieurs mois, je continue de me poser la question de comment ça se passe, la vie familiale d'un athlète de haut niveau, hein, pas d'un journaliste, mais pourquoi pas aussi de quelqu'un qui est sur le terrain, encore plus sur le terrain que moi. Mais par rapport aux athlètes, je me demande, tu vois, il y a le podcast Culotte qui se dédie aux femmes, il y a des médias qui sont dédiés aux femmes, aux questions, féminines ou féministes. Je je serais curieux d'avoir, une série de reportages ou d'articles, en immersion chez des athlètes pour vraiment voir leurs rapports familiaux et puis, avoir l'avis du compagne, du compagnon, de la compagne, des enfants, ouais. Je sais pas, j'y pense comme ça spontanément, ça m'intéresserait. OK, c'est intéressant. À vi Peut-être à créer par toi, du coup? non, Non? non, 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 pas ça. Moi, je te verrais bien là-dedans. Pourquoi pas? On essaiera un jour. Mmh. Je t'appellerai, on fera ça ensemble. Je veux bien participer, oui, d'accord. Du coup, pour terminer, 1re question de mes 3 petites questions signature. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Ah! Ah oui, tu avais des questions, il faut que je fasse celui, qui est pas préparé, hein, c'est ça? Exactement. Ah! Fou là là, un livre. Bien là. Alors, un livre, il y en a plusieurs, ouais, je vais en citer un. Je vais citer 2 choix. Il y en a un qui est très daté, qui fera sourire pas mal de gens, parce que c'est peut-être, ça se trouve, très vieille France et puis, qui sait, peut-être en plus c'était très, non, à mon avis, il était plutôt communiste que droite républicaine, droite toute. Mais c'était Henri Vincenot, qui écrivait, qui avait toujours des nœuds papes quand il passait sur Apostrophe avec Pivot et qui était un bourguignon avec une moustache dans les années 80 et qui avait écrit un bouquin que j'avais adoré. À l'époque, je faisais des études en plus dans ce domaine-là, qui s'appelle Les Étoiles de Compostelle. Et on me l'avait conseillé, ouais, c'est quelqu'un qui comptait énormément pour moi, une sorte de mentor, qui me l'avait une mentor d'ailleurs, qui me l'avait conseillé. Et c'est un récit d'un apprentissage, d'un compagnonnage, charpentier ou tailleur de pierre, je crois, au Moyen Âge, d'église en église, sur le chemin de Compostelle. Et voilà, c'est j'en garde une affection, intense et je l'ai pas relu d'ailleurs. Et à l'époque, j'avais 20 ans de moins. Sinon, un ouvrage comme ça, et d'ailleurs, je suis passé dans la région il y a moins d'une semaine pour la première fois. C'est Indian Creek de Pete Fromm, donc qui raconte, je crois que c'est l'été 79 ou l'été, 78, je crois, 1978. Pete Fromm est à l'époque, maître nageur, étudiant, et on lui propose un poste de ranger, dans un parc, en Idaho, sur le lieu qui s'appelle comme ça, Indian Creek. Et c'est génial, quoi. C'est une expérience, de découverte de la nature, les grands espaces américains, l'ours, la neige, ouais, fabuleux ce bouquin. Pareil, je OK, crois que c'est le premier bouquin que j'avais emmené quand j'ai fait un 1er long voyage. Indian OK, Creek, chez OK, OK. Gallmeister, je pense. OK, d'accord. 2e question, s'il y avait une seule valeur que tu aimerais transmettre à la prochaine génération de sportifs, laquelle serait-elle? Oh bah, moi je dirais la paix dans le monde. Non, c'est une blague que je fais souvent à mes invités, quand je leur demande un truc qu'ils détestent et qu'ils aiment profondément. Essayez de pas me dire: «La guerre, c'est mal et la paix, c'est bien». Hem,
ce que je te dirais la liberté. Je pense que les gens qui enfin, qui ont une pratique telle que la nôtre, sont des épris de liberté. Hem, Au début, j'ai pensé à la patience parce que c'est une vertu, dont je pense, je suis totalement dépourvu, sauf des fois où j'en suis totalement pourvu, donc c'est dur de faire des généralités. Hem, hem, Bah, tu vois, tu me prends de court. Est-ce que ce serait la patience ou non, ce serait plutôt un message, ouais, plutôt un message plutôt qu'une valeur? C'est possible, tu crois? Bien sûr. Je dirais de mais je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est de se dépêcher de faire des choses pour soi, sans aucun scrupule, quand on peut, sous sous-entendu quand on n'a pas encore trop d'attaches autour de nous, en respectant les gens et sans les faire souffrir, c'est mieux, hein, si on peut, mais parce qu'il y a un temps où, on sera à mon avis amené à avec bonheur et avec plaisir, à être davantage dispo pour, les autres et il faudra pas trop avoir de regrets à cette période-là, quoi et heu et quand on a la peur de mourir avant d'avoir tout fait, c'est dur de pas avoir de regrets, donc autant en profiter un maximum avant, quoi. Sans aucun scrupule. OK. Oh le Du coup, vieux. ce serait une sorte d'égoïsme bienveillant. Ouais, très bien formulé, ouais. Et pour Excellent. terminer, du coup, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Et ben, je vais prendre la première qui m'est venue, comme ça, sous les yeux et en mémoire. Hem Et une fois de plus, elle sera double. Alors le versant le plus large, c'est que dans tous les endroits où j'ai été, je pense que j'ai essayé de courir, que ça soit pour un footing ou une exploration plus poussée. Je pense que ça a toujours été inestimable. Je pense que j'ai souvent, bah, j'ai 2-3 fois, j'étais un peu inconscient, enfin, c'était un peu bête de te retrouver, tu sais, dans les quartiers vraiment louches de La Paz, alors que la nuit tombe et que tu as, juste la clé de ta piole, dans le short, voire dans le shorty. Tu es habillé à moitié nu dans un quartier de La Paz alors que la nuit tombe. Mais voilà, courir, c'est bien pour explorer quand même. On ne sera jamais discret, si on court, je pense, on n'y arrive pas, avec nos têtes d'Européens en tout cas. Et et j'ai toujours écouté des podcasts en courant, mais toujours, toujours. Ce qui fait que dans chaque endroit de France, on va pas dire du monde, ça fait vraiment, ah là là, l'aventurier, Sylvain Tesson des bacs à sable. J'ai un podcast quoi, qui me vient en tête, mais toujours, toujours. Et je suis un grand fan, ça n'échappera à personne depuis le temps que j'en parle, du Masque et la Plume. Voilà, époque Jérôme Garcin, mais aussi époque, en podcast de, Michel Polac. Et je me souviens que sur cet ultra Pyrénéo, kilomètre 100, coup de pompe, fatal d'un seul coup et manque de bol, c'est au moment où on doit remonter une rivière, c'est au moment où la rivière est haute et c'est au moment où il pleut que j'ai ce coup de barre. Et là, j'ai vu la mort pendant, une bonne heure et demie, avant d'arriver à un ravito qui est au sommet du ruisseau, donc c'était vraiment une rivière, quoi. Et tu patauges, hein, tu avais de la flotte, jusqu'aux genoux. Heu et là, le générique du Masque et la Plume, donc je crois que c'est la vanneuse, la freuneuse, là, je sais plus comment ça s'appelle, bref, c'est un air de musique classique, je me demande si c'est pas de Mendelssohn et bonsoir, en direct, du studio 106, nanana et cetera, pour parler de l'actualité littéraire et là, je me suis vraiment demandé ce qui se passait, ce que je foutais là, avec le Masque et la Plume, alors que j'étais en train de mourir, quoi, tout simplement. Et Jérôme Garcin et mais non, tu peux pas dire ça, enfin, cet ouvrage est magnifique. Et ça restera en mémoire assez longtemps. Et c'est pas sur la vidéo d'ailleurs qui est en ligne. Donc voilà, je tenais à partager cette anecdote, comme ça, spontanément. OK, bah, écoute, je te remercie pour le partage. Avant de se quitter, quels seraient les liens que tu aimerais partager à nos auditeurs pour, celles et ceux qui veulent en savoir plus, sur toi et sur ce que tu fais? Heu, Bah, ça, c'est une bonne question. Alors, j'ai le choix entre mettre, mon numéro fiscal, sur, le poste, mais non. Enfin non, j'ai pas d'intérêt, je veux dire. Hem, Bah, écoute, moi, peut-être j'invite les gens à aller voir www.relancemag.fr.
Attends, j'ai un doute. Relancemag, oui, .fr, www.relancemag.fr, www.relancemag.fr, pour aller voir un peu, ouais, des petits contenus peut-être un peu différents. J'invite les gens à s'abonner, en tout cas à soutenir la presse libre et indépendante. Ouah, c'est vachement grandiloquent quand même quand je dis ça. On a l'impression que je viens de créer un organe militant, alors que non. Et je suis surtout pas tout seul dans la bande. Hem, et puis c'est tout, non? Non, parce que j'ai pas envie, à la limite, il y a tellement de casseroles sur, ce que je fais ou ce que je faisais sur YouTube que, bon, ça c'est, à discrétion des gens, hein. S'ils veulent voir des trucs, bon voilà. Et OK. peut-être que comme ça, j'ai quand même un souvenir, un peu, ouais, comment dire? Heureux, mais avec pas un truc en plus, mais un truc différent de certaines interviews. Je pense à un long moment passé à Paris avec, Alexandre Bouchex, qu'on ne présente plus, casquette verte, parce qu'on était dans l'azimut partagé et ça me plaît. Et voilà, après là, je sombre dans l'autopromo, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Puis il y en aurait tellement, non, non, voilà, qui d'autre, non, ils sont tous bien. Jean-Philippe Tchoumi, pareil, enfin, dès qu'on parle un peu de philosophie, c'est chouette, quoi. Bref, voilà, je peux ne je il faut que j'arrête l'autopromo, c'est la première fois que je le fais, donc stop. Arrête, Moi, Élodie. c'est moi Mmh. qui te l'ai demandé. Non, t'inquiète pas, je mettrai tout ça en description du coup. D'accord. Bah, sur ce, je te remercie pour ta sympathie et ton humilité aussi. Je te souhaite une très belle fin de journée et beaucoup de réussite pour la suite. Merci Élodie, merci beaucoup de m'avoir invité. Encore une fois, je pense que je ne le méritais pas et alors me dire en plus que je suis sympathique et humble, je suis vraiment comblé. Merci à toi et tout de bon pour la suite de ton podcast sur lequel je vais me ruer. Merci à toi.